Qu'on aime ou pas Jul, il faut dire que ce qu'il a accompli force le respect. Sujet de moqueries récurrents, et en même temps l'artiste le plus streamé de France depuis des années, le plus gros vendeur de rap de l'histoire, tout simplement. Deuxième plus gros vendeur de la décennie, toutes catégories confondues, après Johnny Hallyday. Dernier coup d'éclat en date, le single Bande Organisée, tiré de la compile à succès très organisée avec la crème du rap marseillais. 200 millions de vues sur la plus grosse chaîne musicale française. Si vous pensez que Jul, c'est nul, et vous balayez tous ces chiffres comme si c'était juste une anomalie, laissez-moi vous dire que vous passez à côté de quelque chose de très intéressant. Au début, quand Jul est apparu, je pensais que ça allait pas durer, que c'était juste un truc éphémère. Je me suis trompé. Après, vu toutes les moqueries sur lui, je pensais que ça tiendrait pas. Je me suis trompé. Je pensais aussi que sa haute fréquence de production allait lasser son public. 22 projets en 6 ans. Et je me suis trompé. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas au fil du temps une évolution de l'esthétique des clips par exemple. 6 ans après son début de carrière, on voit encore ce genre d'effet dans les clips. Et même dans l'esthétique des pochettes. Il n'y a pas eu non plus spécialement d'évolution dans ses productions. Je pensais que c'était une erreur de ne pas investir là-dedans. Et qu'ainsi, il ratait une opportunité d'accéder à un niveau supérieur. Eh bien, je me trompais aussi. Je me suis beaucoup trompé sur Jul parce que j'ai pas vraiment creusé. Je n'ai pas essayé de comprendre les ressorts growth marketing qu'il y avait derrière, la base sur laquelle sa croissance a été construite. En fait, je me suis rendu compte que Jul est le symbole même de ce qui différencie le marketing traditionnel du growth marketing justement, mais dans le secteur de la musique, où il y a encore des acteurs, en l'occurrence des maisons de disques, qui essayent de vendre des produits musicaux en spammant la population, en surexposant, en saturant les canaux de distribution traditionnels comme unique stratégie marketing. Le growth marketing de Jul, lui, on va le voir, est super efficace et s'adapte parfaitement aux nouveaux modes de consommation. Mais sa croissance a aussi été en partie optimisée par une association au bon moment avec le distributeur Believe. On va donc analyser dans cette vidéo le marketing de Jul comme un produit présent sur un marché en pleine mutation et rempli d'opportunités. On va voir en quoi Jul est l'étendard de ce nouveau paradigme et pourquoi les maisons de disques doivent désormais fermer boutique. Il les a tués. Et enfin, on verra que, in fine, quand on débarrasse un secteur d'activité de toutes les commodités, de tous les intermédiaires inutiles voire nuisibles, il ne reste toujours à la fin que du marketing. Donc dans cette vidéo, des leçons business, des leçons growth marketing de pointe, le marketing de Jul, c'est parti. Pour comprendre comment Jul a tué les maisons de disques, il faut avant tout comprendre le marché de la musique. Comment ça se produit, comment ça se monétise, comment ça se promotionne. Dans l'ancien monde business, de manière générale, on fabriquait un produit. Au mieux avec l'aide d'un petit panel de consommateurs pour choisir la meilleure version. Au pire juste d'après l'avis d'un mec qui croyait sentir le marché. Et puis on allait voir l'équipe marketing et on leur disait voilà, vendez-moi ça. Le marketing avait donc juste une fonction d'acquisition, mais de toute façon on pouvait pas vraiment savoir ce qui se passait dans le reste de l'expérience client. Avec l'arrivée du numérique, on a pu traquer ce qui se passait au-delà de l'achat, donc comprendre plein de choses. Par exemple, que tel segment avait peut-être plus de rétention dans l'utilisation du produit que tel autre segment, et que par conséquent, même si ce segment coûtait plus cher à l'acquisition, il pouvait quand même rapporter plus in fine. On parle alors de lifetime value, ce que va rapporter un client sur toute la période où il sera client. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la particularité du growth marketing. Une vision produit et expérience client dans son ensemble, en opposition avec du marketing classique qui va se concentrer sur un coût d'acquisition, finalement non pertinent pour la croissance d'une activité. Ça fait quoi là? Voilà, les bases étant posées, vous allez comprendre l'analogie avec la musique et Jul. Alors, comment le secteur de la musique a évolué ces dernières années? Une maison de disques permettait à la signature d'un artiste de produire son album, donc payer les studios, les musiciens, les ingé sons, le mixage, le mastering, etc. De le distribuer, la mise en rayon dans les Fnac, dans les Leclerc. Michel Edouard d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je réitère mon invitation pour passer dans mon podcast. Et troisièmement, de promouvoir la musique. Donc s'assurer la diffusion radio, télé, avoir des interviews dans les médias, des choses comme ça. Donc sur le premier point, les moyens de production ont été totalement démocratisés. Même dans une chambre avec un petit ordi, un micro, une baffe, et on peut faire
Le studio de Jul, c'est sa chambre. L'ingé son, le réalisateur, le mixeur, c'est lui. Tout est fait en autoprod. Deuxième point, la distribution. Alors c'est quoi aujourd'hui? Les CD, c'est déjà mort évidemment. Plus personne n'en achète. On parle bien sûr donc de plateformes de streaming. Et pour 10 $ sur CD Baby, je place un titre et il sera mis sur toutes les plateformes automatiquement. Donc les moyens de distribution ont été démocratisés aussi. Alors à quoi ça sert une maison de disques aujourd'hui dans les années 20? C'est une bonne question. Bah la promotion, il n'y a plus que ça. Mais est-ce qu'ils le font bien cette promotion? Ben pas vraiment. Ils essaient de s'adapter mais fonctionnent encore sur des méthodes un peu archaïques. C'était quoi leur métier avant? Avant c'était un métier relationnel. Il fallait connaître les programmateurs télé, radio, il fallait formater les titres pour que ça rentre bien dans les grilles de ces mêmes programmateurs, pour que ça corresponde au canon de ces différents canaux de diffusion, avoir ses entrées, ses contacts relations presse, des contacts dans les médias. Aujourd'hui pour Jul, ne pas passer à la télé, ne pas passer à la radio, ça ne l'a pas du tout empêché d'exploser. Ces passages radio, ils sont assez récents, et c'est arrivé largement après la bataille. Donc si ça n'existe plus, et qu'il s'agit juste de poser les titres sur Spotify et faire de la pub sur Facebook, il reste quoi d'autre? La façon de marketer un produit musical? Alors parlons-en justement. Quand une maison de disques traditionnelle décide de développer un jeune artiste, on va retrouver un mec qui pense sentir le marché, et qui va façonner la musique et l'image de l'artiste, donc le produit, en fonction de ce qu'il croit qui va marcher. Une fois le produit terminé, il va reprendre les vieux réflexes, et essayer de surexposer le produit. Au moindre signe négatif, frilosité, on retire nos billes. Si ça marche pas, c'est un échec et on rend son contrat à l'artiste. Et puis on recommence avec un autre. Mais on ne remet jamais en question le process. Ça me fait penser à ma première startup où on avait développé avec des amis un site internet pendant 6 mois sans demander l'avis à personne. Et bizarrement, on a été surpris que le jour de la sortie, en fait, les utilisateurs comprenaient pas vraiment comment ça fonctionnait et à quoi ça servait. Bien évidemment, la marche à suivre, c'est de d'abord trouver un product market fit avec un produit minimaliste, certes. Et une fois qu'on a trouvé ce product market fit, on peut développer le produit, faire du marketing. Le product market fit, si ça vous dit rien, c'est quand un produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Le lien est en description. Cette façon de faire des maisons de disques, c'était valable dans l'ancien monde. Aujourd'hui, on peut mesurer la consommation digitale. Qui écoute Jul? Où ça? Comment? Avec quelle rétention? On a plein de données à exploiter. Donc on a beaucoup plus d'infos pour trouver les audiences et développer les artistes en termes de marketing. Un artiste, c'est désormais comme une start-up. Il y a la phase avant et après Product Market Fit. On a toutes les données, donc on n'a aucune raison de gérer son développement différemment. Donc en très gros, les maisons de disques à l'ancienne font du marketing comme des manches, comme si on était en 1950. Et en plus, ils prennent un pourcentage. C'est même pas une prestation, c'est un pourcentage sur tout ce qui est gagné. Juste pour faire du marketing mal et des relations presse. Jul, c'est l'artiste typique qui a rendu ces maisons de disques obsolètes. Un artisan qui a trouvé son product market fit tout seul dans son coin avec des moyens minimalistes. Des outils de diffusion gratuits comme YouTube, sans aucun support de promotion. Il a construit sa communauté petit à petit sur les réseaux sociaux en appliquant les principes de base du growth marketing. Et on va creuser ça en détail. Commençons par étudier le branding de Jul. Alors on va pas parler ici de sa musique en elle-même, on va juste constater que, dans la forme, il s'agit d'un son singulier et très différenciant de ce qui se fait sur le marché quand ça arrive. Je leur dis, qu'est-ce que vous écoutez? Ils me disent, on écoute de la Jul. C'est quoi la Jul? Je dis, c'est les mecs qui font de la musique à la Jul. Ça sonne un peu funk 80, sonorité qui a une résonance plus particulière dans certaines villes de France comme Marseille ou Lyon par exemple, et ça sonne aussi comme un melting pot d'influences totalement décomplexé. De la variété, du rail, du reggaeton, de la dance, et le tout avec une couche d'autotune, évidemment. J'en parle très souvent dans mes vidéos, mais être différenciant sur un marché saturé comme le rap ici, un marché océan rouge avec énormément de concurrents, c'est pas une option, c'est obligatoire. Dans le fond de sa musique, c'est souvent mélancolique, un peu torturé, un peu de souffrance psychologique. Beaucoup de titres parlent de ça, même des titres de ses albums. Ça parle d'isolement, d'amis qui l'ont trahi, de femmes qui l'ont quitté. Il y a toujours un petit côté victime. Dans ma paranoïa, émotion, je ne me vois pas briller, je trouve plus le sommeil, je tourne en rond. Donc ça, c'est un élément qui plaît toujours de façon indéniable aux adolescents. Souvent un peu torturés eux-mêmes et avec l'impression que le monde est contre eux. Et ça tombe bien parce que le cœur de cette communauté de Jul, c'est les plus gros streamers sur les plateformes. On en reparlera après. Le personnage de Jul est aussi extrêmement différenciant sur le marché, car dans la sincérité totale. Beaucoup d'humilité, ce qui lui donne un côté attachant. Pire, c'est autre chose, ça fait plaisir ça aussi. C'est limite l'anti-héros dans un marché où tout le monde se la joue, je suis le plus fort, je suis le plus dangereux, je suis le plus riche. Là où tout le monde essaie de se différencier par la surenchère. Comme dirait Seth Godin, un marketeur américain, c'est la Purple Cow, la vache violette au milieu du troupeau. Et cette sincérité ouvre la voie à quelque chose qui n'existe absolument pas sur le marché du rap, la transparence.
La transparence est la principale arme des nouvelles marques qu'on appelle DNVB, pour Digital Native Vertical Brand. Des marques comme Respire, Le Slip français, 1088, des marques qui jouent la transparence pour créer de la confiance. Car avec la transparence, on peut renforcer l'adhérence d'une communauté, les embarquer dans ses aventures, dans ses choix, les faire participer, les engager. Cette transparence renforce donc considérablement la proximité entre Joule et sa communauté. Proximité qu'il entretient lorsqu'il s'adresse à sa communauté en toute intimité, avec toutes ces fautes d'orthographe qui prouvent que c'est bien lui qui a écrit ses messages, et pas un community manager. Quand il leur demande de participer, de voter pour la pochette du prochain album, tout ceci renforce l'engagement. Son apparence est aussi très caractéristique. Un journaliste hip-hop parisien dirait sûrement que c'est ridicule. La mèche décolorée, le jogging fluo, les claquettes, mais il dirait ça parce qu'il n'a pas vraiment conscience de la réalité. Joule est en effet très loin de l'image fantasmée du gangsta qui est censé représenter les quartiers populaires, pour ceux qui n'y habitent pas d'ailleurs. Et c'est un peu la faute des autres rappeurs qui renvoient constamment cette image dans un but marketing. En fait, Joule, c'est l'anti-PNL. Si PNL a cette valeur perçue hype, haut de gamme, ce sens de la rareté, des associations avec des vêtements de créateurs, Joule, c'est l'opposé total. En ça, il reflète la réalité des quartiers populaires de Marseille, et même au-delà de toutes les banlieues, et surtout, très important pour comprendre l'ampleur de la taille de son marché, toutes les zones périurbaines partout en France. Là où on a beaucoup plus de chances de croiser des gens en survêt claquettes qu'autre chose. Pour ce public-là, Joule est authentique. Autre point important, la localité marseillaise. Est-ce que Joule aurait eu autant de succès s'il venait de Besançon? Bonne question. Quand on est un rappeur marseillais, on bénéficie d'une aura particulière pour tout le reste de la France. Marseille, c'est exotique, folklorique pour les non-marseillais. L'accent, l'argot, le tissu social, l'histoire ténue avec le banditisme, l'OM, tout un univers imaginaire qui plaît à la France. Depuis Marcel Pagnol, Tu me fends le cœur. Oh! Et alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? Bernard Tapie, Taxi et jusqu'au rap. IAM, la FF, les psychiatres de la rime ont contribué à forger cette identité marseillaise à travers le rap. Et surtout, ont créé une légitimité incontestable à faire du rap quand on est de Marseille. Donc si on devait faire le MVB de Joule, le Minimum Viable Brand, cet outil de start-up utile pour construire un branding et une identité cohérente. Branding qui servira à communiquer et à se différencier sur un marché. On retrouve 6 éléments: les valeurs, les ennemis, les armes, la mission, la tonalité et l'apparence. Quelles sont les valeurs de Joule? Je dirais sincérité en premier lieu, une certaine mélancolie. Les ennemis de la marque Joule sont l'isolement et l'ennui. Parce que en zone périurbaine ou en banlieue, en fait, il n'y a rien à faire. Les armes sont l'authenticité, bien sûr, une fréquence super élevée de production, on va en parler, et une forme musicale toujours festive et dansante, même si le fond peut être mélancolique. La mission de Joule, en fait, c'est divertir sans s'arrêter, sans relâche. Un BPM qui tape un peu plus, son pour faire bouger les gens, pour les faire s'enfuir de leurs galères, de leurs problèmes. La tonalité, que ce soit dans le lexique ou dans la forme, c'est Marseille en fait. Et proximité entre Joule et sa communauté. Et l'apparence, un aspect un peu cheap, survêt claquette. Donc finalement, une valeur perçue plutôt diminuée, mais qui renforce l'authenticité. Maintenant qu'on a vu le branding de Joule et de quelle façon il touche émotionnellement son audience cible, voyons comment Joule a construit une growth machine, une machine à croissance. Construire une growth machine, c'est l'objectif de toute boîte. Pour comprendre la growth machine de Joule, on va reprendre un modèle dont je parle tout le temps sur cette chaîne, le framework ARE. Un framework qui modélise la croissance de n'importe quelle activité commerciale. Acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Acquisition, c'est les gens qui découvrent le produit. Activation, c'est quand ils comprennent la valeur ajoutée de ce produit pour eux. Rétention, c'est quand les gens restent en contact avec le produit. Recommandation, c'est quand ils en parlent autour d'eux, le partagent. Et revenu, c'est l'argent qui rentre. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est en description. Comme ça, vous vous remettez dans le coup. J'en profite au passage pour insister sur un truc. Si vous parlez en 2020 de marketing et que vous ne mentionnez jamais le framework ARE, ni même évoquer la rétention, c'est vraiment pas sérieux. Ceci étant dit, au tout début, pour l'acquisition de Joule,
il n'y a pas eu de réel canal d'acquisition. C'est parti comme ça, juste un clip posé sur les réseaux sociaux. Sort le cross-volley. Et ça s'est juste emballé tout seul, il n'y a pas eu d'effort d'acquisition. Alors comment c'est possible? Alors il y a bien eu quelques personnes qui ont vu le clip, peut-être que celui-ci a été posté dans un forum, sur un groupe Facebook, on ne connaît pas vraiment le déclencheur. Par contre, on comprend grâce au framework AR ce qui se passe après. Les gens qui ont vu le clip ont été activés. Par quoi? Eh bien par le branding justement, ce qu'on a vu juste avant. C'est bien tous les éléments du branding de Joule, différenciants du marché qui ont touché les émotions et ont permis l'activation. Pour parler un peu plus d'activation, si elle est variable et à définir pour chaque activité. Pour Facebook, par exemple, c'est avoir 7 amis en 10 jours. Autre exemple, pour un e-commerce, on va dire que l'activation, c'est la mise en panier. Eh bien, on peut estimer qu'une métrique d'activation cohérente pour Joule, par exemple, ce serait d'écouter ou de regarder 3 fois le même morceau dans la même journée. Je dis ça au pif, mais ça me paraît pas mal. Pour la suite du framework, on va pas encore parler de rétention à ce moment-là pour Joule. On va passer directement à l'étape recommandation. Mais vous vous doutez bien que le niveau d'engagement créé par le branding va faire son effet par la suite. Donc on saute l'étape rétention. Et oui, parce qu'en fait, ce modèle AR n'est pas du tout quelque chose à prendre de façon chronologique, comme un funnel. Donc cette recommandation, aussi appelée referral, c'est le bouche à oreille, le partage social. Une personne découvre, elle aime, et elle le fait découvrir à quelqu'un d'autre. Pour mesurer cette recommandation, on peut utiliser le coefficient viral, le K-factor. C'est le nombre total de clients ou utilisateurs apporté par un client ou utilisateur. Par exemple, si une personne sur 5 qui voit le clip de Joule le fait découvrir à quelqu'un d'autre, on a un K-factor de 0,2. Si votre K-factor est égal à 1, vous avez une croissance linéaire organique. Si le K-factor est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'en moyenne chaque personne fait découvrir Joule à plus d'une personne, vous avez une croissance organique exponentielle. Et là, vous avez un buzz viral. C'est exactement le même genre de schéma que vous avez l'habitude de voir depuis le début de l'année 2020 avec la propagation du Covid. Donc à ce niveau-là pour Joule, on a des personnes activées et qui recommandent, donc qui alimentent le début du modèle, faisant office d'acquisition. Mais c'est pas tout. À ce moment-là, on peut profiter d'un autre effet de levier qui va lui aussi alimenter l'acquisition. Je m'explique. Je parle ici de la recommandation mécanique des algorithmes des plateformes sociales. Sur YouTube par exemple, si le clip de Joule suscite beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, l'algo de YouTube sera amené à se dire tiens, ça a l'air intéressant, et le montrera à d'autres gens qui pourraient être intéressés également. Donc que ce soit de l'engagement positif ou négatif, cela sert la portée organique d'une vidéo, la découvrabilité, donc l'acquisition. Pour reprendre ce premier clip de Joule, il y a de fortes chances que sa phrase dans le refrain « te déshabille pas, je vais te violer » ait pu créer une sorte de mini-scandale, alimentant les moqueries et autres offuscations, donc de l'engagement négatif, mais qui a servi de caisse de résonance à la portée organique. Par conséquent, finalement, le buzz de Joule au début n'est dû qu'à une minuscule visibilité, une minuscule acquisition, mais qui a permis, grâce à l'activation et à la recommandation humaine comme mécanique, de créer une boucle de croissance organique, uniquement avec AAR, acquisition, activation, recommandation. Et avec cette boucle de croissance organique, on rejoint un concept des théoriciens les plus pointus du growth marketing, Brian Balfour et Andrew Chen, qui sont derrière l'académie Reforge. Alors là, ça va être un poil plus technique, alors accrochez-vous un petit peu. Le concept Growth Model de Reforge déstructure le framework AR et il le présente comme cela. Il y a l'acquisition, la monétisation, donc le revenu, et le referral, la recommandation. Chacun de ces 3 vecteurs de croissance est alimenté par la rétention et l'engagement. La métrique d'activation n'étant plus qu'une preuve d'engagement finalement. Pour eux, la clé c'est bien la rétention. En très gros dans ce concept, la rétention et l'engagement sont mis sur un autre plan que l'acquisition et la recommandation. Il est question de growth loop, de boucles de croissance. Des boucles qui permettent une croissance organique exponentielle. Et il parle d'acquisition loops, dont il distingue 4 catégories. Dans le cas de Joule, il y en a 2 qui vont nous intéresser. Les viral loops, les boucles virales, et les content loops, les boucles de contenu. Qu'est-ce que ça donne précisément pour Joule tout ça? La viral loop, c'est quand un auditeur activé va en parler à un proche, le bouche à oreille. La content loop, c'est quand la distribution d'un contenu créé par Joule, comme un clip, est amplifiée par des partages sur les réseaux sociaux. Alors il ne le mentionne pas, mais les boucles mécaniques des algos, je mets ça dans cette catégorie aussi de content loop. Donc ces acquisition loops tournent en boucle et sont alimentés par la rétention et l'engagement au fil du temps. Plus les gens restent longtemps en contact avec le produit, c'est-à-dire Joule, plus cela va amplifier les effets de boucle, amplifier la croissance. Alors pour finir avec Reforge, je retiens 3 choses de ces concepts de loops. Déjà, un, c'est assez proche de la façon dont j'ai présenté le premier buzz viral de Joule, avec l'acquisition, l'activation et la recommandation qui tournaient en boucle. Deuxièmement, le concept de growth loops, c'est un concept qu'ils ont présenté en opposition
au modèle art. Opposition car ils ont présenté le modèle art comme un modèle chronologique sous forme de funnel et traitable par silo. Alors évidemment je suis pas du tout d'accord avec ça. Comme je vous l'ai montré, le modèle art n'est pas du tout à prendre de façon chronologique et fonctionne lui aussi en boucle. Mais on sait pourquoi ils ont fait ça. C'est toujours plus simple pour amener un nouveau concept de l'opposer à ce qui existe déjà. Ça fait réformateur. Dans un cas, on passe pour un créateur de concept et dans l'autre, juste on reprend un concept existant. C'est pas la même valeur perçue. C'est juste du branding en fait. Aussi. Troisièmement, ce qu'on retient de ce concept et qui est assez intéressant, c'est que c'est bien la rétention qui construit la croissance. Et j'aime beaucoup leur approche de l'avoir mis sur un autre plan comme étant le carburant des growth loops, pour le mettre en évidence. Alors la croissance de Joule, par la suite, justement, n'a fait que confirmer tout cela. En plus de la forte adhérence de sa communauté créée par son branding, Joule, on l'a dit, a une fréquence de production incroyable. 22 projets en 6 ans. Et puis c'est pas des petits projets, c'est souvent des doubles albums de 2 fois 20 titres par exemple. La fréquence de ces sorties assure donc une rétention dans le temps. Et le nombre de ces titres assure une rétention frénétique au moment de chaque sortie, un engagement, un temps de session d'écoute avec Joule bien supérieur à la moyenne. Pour peu que l'attachement émotionnel favorise les écoutes en boucle, comme c'est souvent le cas chez les ados, et vous aurez un temps d'écoute de Joule qui explose absolument tout. Alors je ne connais pas les critères des algos des plateformes de streaming comme Spotify, mais je peux deviner facilement. D'un point de vue growth marketing, eux aussi bien sûr ils veulent la rétention des utilisateurs. Donc des artistes comme Joule qui ont des temps de session énormes, bien sûr ils adorent. Sans aucun doute l'algo de Spotify poussera à la découvrabilité de Joule, parce qu'il sait que derrière les temps de session augmenteront. Et c'est pareil pour YouTube, le watch time par session est bien sûr un critère hyper important. Par conséquent la forme et le volume des productions va épouser les habitudes de consommation et les usages les plus favorisés sur les plateformes. En ça, encore une fois, Joule est un exemple growth marketing typique. Les histoires de croissance de start-up sont toujours les mêmes. Un produit qui grossit sur le dos d'un autre canal principalement, d'une autre plateforme, d'un autre site. Le but étant d'utiliser les habitudes et les usages sur la plateforme et se placer juste là pour créer une habitude avec son produit. Par exemple, comment Twitch a grossi ? Eh bien en postant sur YouTube des extraits de live brandés Twitch. Mais comment YouTube avait grossi lui ? Eh bien en offrant la possibilité d'embed vos vidéos sur votre site ou sur votre page MySpace. Il est donc toujours question de comment exploiter un canal, comprendre comment notre audience cible se comporte sur ce canal, comment elle l'utilise et s'insérer dans leurs usages pour faire grossir notre business. Dernier élément qui a soutenu considérablement la croissance de Joule, le clivage bien sûr. Ressort marketing éminemment puissant et qui s'est mis en route très rapidement pour Joule. Pendant très longtemps, il a été la risée d'une grande partie du public rap qui disait que c'était de la musique de fête foraine, mais d'un autre côté, adoré par ses fans. Quand des critiques le traitent d'analphabète pour ses fautes d'orthographe, ses fans, lui, y voient de l'authenticité. Bref, on a assisté au classique renforcement de l'engagement de sa communauté par le clivage. L'effet de tribu renforcé de la Team Joule à chaque attaque extérieure. J'ai déjà évoqué en profondeur les mécaniques du marketing de clivage utilisées par Trump ou par un créatif par exemple. Je vous mets les liens en description. On a donc pu voir en quoi Joule est destiné par design à la croissance, autant par sa forme que par son fond. Mais maintenant c'est encore un peu brut. Si quelqu'un pouvait optimiser tout ça, on atteindrait des sommets. Et c'est là qu'intervient Believe. Alors Believe c'est quoi ? Eh bien c'est pas une maison de disques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une entité qui vient d'abord se placer au niveau de la distribution de la musique. Donc d'abord mettre en rayon les quelques CD qui traînent à la Fnac, encoder, uploader sur les plateformes, récupérer l'argent et le redistribuer. Il n'y a pas que Believe qui fait ça, il y en a plein d'autres. J'ai parlé de CD Baby tout à l'heure. Mais quand on se balade sur leur site, on comprend que c'est pas vraiment avec ça qu'ils font leur argent. C'est présenté comme une solution de distribution et de marketing. Tiens, de marketing. En fait, ils proposent plusieurs offres d'accompagnement en fonction du développement d'un artiste. Et là, ils vont aider avec leur connaissance du développement digital d'un artiste, basé sur l'analyse et l'optimisation des données venant des plateformes. Denis Ladgairi, le CEO de Believe, était l'invité du podcast Génération Do It Yourself. Et il explique comment ça marche. Aujourd'hui, on reçoit en quasi temps réel de la part de l'ensemble des plateformes toute la donnée de stream de nos artistes avec un détail très fort. Quel titre a été écouté, par qui, homme, femme,
âge, dans quel pays, dans quelle playlist, etc., qui sont autant d'informations qui ont une valeur d'intelligence pour le marketing et la promotion très forte. Et puis tu as de plus en plus maintenant, non seulement comment tu analyses les audiences, mais après comment tu vas les toucher avec des campagnes d'achat d'espace, des campagnes de promotion, en utilisant la donnée pour être capable de permettre de monter des plans de développement de carrière ou d'artistes qui sont plus intelligents que ce qu'ils étaient précédemment. Quand tes audiences sont digitales, l'expertise de développement devient digitale. Mais ils ne font pas que ça. Un peu plus loin sur leur site, on voit qu'ils proposent autre chose, des experts à votre service. Et c'est là qu'on arrive sur de l'accompagnement personnalisé avec des consultants. Voilà comment ça s'est passé pour Jul, il l'explique aussi. Un Jul, quand il a commencé, il distribuait, il était petit. Il vend 1500 albums, tout seul, très bien. Et puis, il sort un deuxième album, il en vend 10 ou 15 000. Et puis, là, tu vas le voir, sur le troisième album, tu lui dis, écoute, t'as peut-être besoin qu'on t'aide un petit peu plus. On va te faire un chèque de 30, 40, 50, 100 000 euros d'avance pour que tu puisses aller produire un beau clip et ça va t'aider sur le prochain album. Il sort le prochain album, il en vend 50 000. Là, le 50 000, tu lui dis, ok, maintenant, ce serait bien que tu réfléchisses de manière plus large à ton image parce que Apple Music est en train de se développer en France. On peut te décrocher un partenariat où on va afficher la pochette de ton prochain album sur des immeubles gigantesques à Marseille et à Paris avec 1,5 million d'euros d'investissement marketing, etc. Mais là, pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies besoin de le conseil de telle personne dans nos équipes. Tu peux pas le faire tout seul. Puis tu passes de 30 000 à 150 000 albums. Et puis la fois d'après, tu lui dis, bah là maintenant, t'as jamais tourné. Ça serait bien que tu te poses la question de faire un vélodrome à Marseille, de faire quelques Bercy pour pouvoir entretenir les fans ont aussi envie de te voir, pour pouvoir les engager. Donc en fait, il leur arrive même de donner des avances pour produire un clip ou un album. Et pourquoi ils font ça? Eh bien parce que leur service de marketing, ils le vendent pas du tout comme une prestation. Ils le vendent pas comme une agence de marketing le ferait. Ils prennent un pourcentage. Et a priori, ce serait de l'ordre de 20%. Donc on voit ainsi perdurer certaines méthodes traditionnelles de maison de disques. Ils n'apportent pas juste un service contre de l'argent, ils font signer un contrat et prennent un pourcentage. Et comme c'est super rentable et bien plus prédictif que par le passé, ils peuvent bien avancer l'argent, ils sont associés. Ils investissent en eux-mêmes en fait. On va reparler de ce choix de business model par la suite. PNL fait aussi partie de leur catalogue par exemple. Mais à eux, ils n'offrent pas le même service. Pour PNL, Believe ne s'occupe pas du marketing par exemple. Ils donnent des avances pour des productions de clips notamment, et il s'occupe de la distribution. Le marketing de PNL, c'est moi qui m'en occupe. J'ai expliqué d'ailleurs toute ma stratégie dans une vidéo dédiée, je vous mets le lien en description. Non, c'est pas vrai. Ou peut-être que si. J'ai signé un DNA, je peux pas en dire plus. Bref, selon les propres dires du CEO de Believe, le facteur essentiel de la réussite de Jul, c'est bien l'engagement de sa communauté, couplé à sa productivité et au format de ses albums. Ou sur Spotify, 70% des écoutes sont déclenchées par l'algorithme. Ce que va regarder l'algorithme, c'est de se dire, est-ce que j'ai un artiste qui est très engagé avec ses audiences ou pas, et est-ce que les audiences répondent? Et donc la première chose qu'il va regarder, c'est est-ce que j'ai un artiste qui vient mettre du contenu très régulièrement? Quand il sort un album de 20 titres, les audiences vont écouter, sont engagées très fortement, et c'est ça en fait qui va déclencher la propagation des contenus et la propagation de l'algorithme. Ce qui vient totalement confirmer ce qu'on disait juste avant sur l'engagement et la rétention de la communauté. La clé essentielle de la croissance. Au-delà donc de l'optimisation qu'on va appeler analytique, où tout est fait, tout est calculé pour plaire au maximum aux algorithmes des plateformes de streaming et social. Believe va aussi aider à optimiser la croissance de Jul en proposant plusieurs actions qui vont venir faire effet de levier sur le modèle art du produit Jul. Par exemple, pour augmenter le revenu, ils peuvent organiser un partenariat avec la marque de chaussures ASICS et faire 20 000 précommandes en 3 jours. Pour avoir des RP et emballer les réseaux sociaux, Jul va distribuer des albums gratuits dans un cortège de Twingo pimpés et débarquer en chaussettes claquettes devant le vélodrome. Après, ça devient difficile de déterminer ce qui relève de l'apport de Believe ou de ce qui est une initiative de Jul. Quand Jul demande à ses fans de participer à la pochette de son futur album, quand Jul montre son planning de sortie, demande leur avis, fait écouter une maquette, tout cela renforce l'engagement bien sûr. Quand il publie une chanson inédite par jour sur YouTube pendant un mois, il crée un rendez-vous, une habitude. Encore une fois, une question d'engagement et de rétention. Le fameux signe de Jul. Cela renforce le sentiment d'appartenance à un groupe. C'est un signe distinctif clanique. L'exclusivité, pour la rétention encore. Je m'arrête là pour les exemples, parce que c'est juste incroyable toutes les leçons marketing qu'on peut avoir avec Jul. Et j'ai un peu l'impression de faire qu'effleurer le sujet, et ça pourrait être étudié en école de commerce, sans problème. Je voudrais quand même m'attarder sur sa dernière grande réussite en date. Bande organisée. Le coup
parfait. Le tube de l'été 2020, disque de diamant en 38 jours, meilleur démarrage de l'histoire de la musique en France. Carrément. Un morceau prémisse d'un album qui sera annoncé en embuscade pas longtemps après, 13 organisé. Histoire de rassembler 50 rappeurs représentant toutes les générations du rap marseillais. Là, en attendant, pour ce single, l'idée est de mettre tous les rappeurs à la mode sur un titre. Donc premièrement, on a un effet évident de cross-promotion. C'est le principe du featuring. Mais là, c'est puissance 8, puisqu'ils sont 8 sur le morceau. Chacun des 8 participants amenant ses 8 communautés. On démultiplie ainsi la visibilité, l'acquisition, et avec l'engagement des fans puissance 8, on compte bien emballer les algorithmes. En fait, c'est carrément une campagne de micro-influence, hein, ce qui s'est passé, et d'influence, parce que t'as 5-6 grosses têtes d'affiches qui ont des très grosses communautés sur les réseaux sociaux et qui ont communiqué sur l'album, et puis après, t'as 40 autres mecs derrière, 45 mecs qui ont aussi des petites communautés, plus petites, mais qui sont quand même importantes et qui ont leurs fans. Aussi dans la forme, avec les top lines, chaque rappeur ayant élaboré une top line bien spécifique, en espérant s'ancrer dans la tête de l'auditeur, objectif rétention. On reconnaît les top lines parce qu'ils le répètent 2 fois chacun. Ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 TNT, pisté par la banale et ça fait Zumba. On retrouve bien sûr le très fort ancrage marseillais, avec là l'utilisation de l'OM, du stade Vélodrome, donc comme on l'a vu dans le branding, le folklore, et pour le coup ce sera même repris évidemment par les joueurs de l'OM. Dans la suite de ce qui ressemble effectivement à une campagne d'influence marketing. On retrouve dans le clip l'univers un peu nimp et kitsch de Jul, avec les grosses têtes, les ovnis, les déguisements, et bien sûr le côté très populaire du survêt claquette, du placement de produits pour un tacos local, ou pour une boisson énergisante inconnue au bataillon. Là pour le coup je suis presque sûr que c'est pas Believe qui a négocié avec le tacos pour le placement de produits. Tout ceci qui finalement contribue à apporter cette touche d'authenticité de Jul. Jul a donc tué les maisons de disques, car il tient son statut actuel à sa croissance qui a été construit sur les bases du growth marketing. Le growth marketing versus le marketing traditionnel, le marketing ringard de l'ancien monde des maisons de disques. Jul a montré qu'un artiste n'a plus besoin d'une maison de disques, d'abord pour trouver son product market fit, puis pour construire sa communauté, puis pour promouvoir son travail, puis pour engager sa communauté et travailler l'activation, la rétention et la recommandation. Jul a fourni un mode d'emploi imparable sur la différenciation, sur la cohérence du branding dans les différents points de contact avec le produit, sur la construction d'une communauté fidèle, le socle de sa croissance organique. Contrairement à la façon dont je présente mes analyses habituelles, là je ne vais pas sous-entendre que Jul avait une stratégie machiavélique derrière tout ça. Je pense que Jul a réussi pas mal de choses d'abord instinctivement, d'un point de vue growth marketing, pour finalement comprendre ce qui fonctionnait. Par la suite, en termes d'optimisation du modèle art, c'est bien Believe qui l'a aidé. Mais Believe a juste servi de consultant growth marketing en fait. Leur expertise, c'est rien de plus qu'une agence marketing avec une spécialisation sur les plateformes musicales. Du coup, quand on revient au business model, faire signer un contrat, prendre 20%, ça paraît ok quand on vient du monde des maisons de disques. Mais dans le monde actuel, ça risque de se compliquer un petit peu pour eux. Parce que si les maisons de disques voient Believe comme leur avenir, pour pouvoir maintenir des contrats et maintenir des pourcentages, ça va être dur de justifier ce business model juste pour faire du marketing. Distribuer de la musique en streaming, tout le monde peut le faire, il y a des plateformes pour ça. Imaginez des plans de com, envoyer un email à ASICS pour prévoir un partenariat, ça non plus c'est pas quelque chose qui est infaisable. Payer un mec pour apparaître dans une playlist Spotify, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Il reste donc à Believe cette super expérience, cette super expertise sur l'analyse des données, l'optimisation, growth marketing d'un artiste musical. Mais s'il ne s'agit plus que de l'optimisation growth marketing, les voilà donc en concurrence directe avec des gens comme moi.